hein, entre le fonctionnaire et le petit entrepreneur, etc., entre l'employé et tout. C'est ça, entre l'ouvrier étranger et eux, qui ont des intérêts communs à ce que cette logique où des marchés financiers, leurs agences de notation, vont décider de votre vie. Parce que si dans 2 ans, hein, quand vous allez mettre, comme en Argentine, la carte bleue, et qu'elle est avalée, et que vous sortez, vous n'avez plus rien, hein, il vous reste 4 jours dans le frigo à manger. En 1929 et pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France était encore rurale, tout le monde avait un cousin qui pouvait vous ramener 2 œufs, un jambon, une boule. Mais vous n'allez pas manger vos DVD et vos CD. Hein, c'est-à-dire que ce qui se prépare, hein, est une crise, hein, qui est, après les économistes critiques, bien pire, hein, que celle de 1929. Et rien n'est plus urgent que, je ne pense pas qu'encore une fois la légalisation du cannabis soit le vrai problème, hein, au moment où nous sommes à cette porte. À partir du moment où les 2 partis bleus sont d'accord sur l'essentiel, il faut rassurer les marchés financiers et surtout, le socialiste, c'est l'art de conserver son triple A. C'est ça, on aurait dit à Jaurès ou Marx, je ne sais pas s'il aurait... Bon. À partir de ce moment-là, vous allez jouer vos différences électorales sur quelques problèmes sociétaux. Moi, j'avais dit, ça passe sur Internet pour le film de Colin Serrault, j'avais dit, les prochaines élections se joueront sur 2-3 problèmes de société. Hein, on mettra délinquance, mariage gay, vol des étrangers. Je l'avais dit, c'est mécanique de le prévoir, puisque sur le plan de la critique fondamentale du capitalisme, on est d'accord, il n'y a pas d'autre alternative. On peut évidemment que te suivre sur ce que tu proposes, mais en fait, ce que moi j'ai du mal à conceptualiser, mais même pas à conceptualiser, tout simplement à imaginer sur le plan pratique, c'est cette idée que finalement, si tu penses qu'il est nécessaire qu'on construise un programme, c'est-à-dire que ce programme doit bien se faire dans le but d'imaginer une organisation, si ce n'est un parti, du moins une organisation, qui puisse défendre un certain nombre d'idées, et qui puisse les défendre dans le cadre de la démocratie telle qu'elle existe, c'est-à-dire organisée par l'État, donc avec un passage obligé par l'État pour mettre en œuvre un certain nombre de propositions. Est-ce que finalement, ce qui serait le plus important aujourd'hui n'est pas plutôt de critiquer dans le jeu démocratique tel qu'il est organisé, tel qu'il est offert, la manière dont précisément on n'est plus, ou les partis ne sont plus en capacité de proposer des formes d'engagement qui canalisent le rapport au pouvoir. Parce qu'on se rend bien compte que le divorce entre les gens ordinaires et les élites repose essentiellement sur cette méfiance qu'ont les gens ordinaires à l'égard de la parole des représentants politiques. Et ils ont une méfiance à l'égard de la parole des représentants politiques parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été trahis. Et qu'à un moment donné, l'abstention, finalement, n'est pas le résultat d'un désintérêt des gens ordinaires pour la politique, mais plutôt le résultat d'une méfiance partagée à l'égard de ce que peuvent porter ces représentants politiques. Donc, en suivant ta logique, le nerf de la guerre ne reposerait-il pas plutôt sur l'idée de redéfinir la manière dont collectivement on peut s'engager, la manière dont collectivement, au moment même où on dispose d'outils critiques, on peut les utiliser et les partager, et finalement, quelle place accordes-tu à la démocratie représentative? Est-ce qu'elle doit être uniquement critiquée ou est-ce qu'elle peut être aussi utilisée? Ça, c'est un autre problème. L'utiliser au départ, de toute façon, on est bien obligé de l'utiliser au départ parce qu'elle est là, mais ensuite, il est clair qu'une société socialiste doit aller bien au-delà de la démocratie représentative. Je rappelle, parce qu'on est quand même à la fabrique de philosophie, au départ... C'est des questions de philosophie, philosophie pratique. Qu'au départ, les libéraux, par exemple, l'abbé Sieyès, grand théoricien sous la Révolution française de cela, l'abbé Sieyès distinguait la démocratie et le système libéral. La démocratie était plutôt la revendication des républicains, Robespierre, etc. Et il faut savoir que, comme les libéraux, leur ennemi c'était le pouvoir absolu, la souveraineté, le Léviathan, etc. Et évidemment, ils reprochaient aux républicains, à Rousseau par exemple, de dire si vous transférez le pouvoir absolu au peuple,
ce qu'est la démocratie, ce n'est que passer d'un despotisme à un autre. C'était la théorie des libéraux qui n'ont jamais été des démocrates. Et qui par conséquent disaient, on trouve ça c'est très clairement énoncé chez Montesquieu, le peuple au pouvoir, ça nous conduira à tous ces débordements de la populace qui est incapable, etc. En revanche, si le peuple n'a pas la sagesse suffisante pour se gouverner, il a celle qui lui permet de choisir ceux qui gouverneront à sa place. Et c'est pourquoi les libéraux ont toujours été, dès le départ, partisans non pas de la démocratie, mais du pouvoir représentatif, avec évidemment sa dérive naturelle, une caste politicienne de métier, avec tous les phénomènes qui font que les deux partis qui vont participer à l'alternance unique ont chacun une centaine de milliers d'adhérents et 200 000, 300 000 personnes en France peuvent décider de ce qu'on peut présenter comme offre politique, etc. Ce n'est finalement, sous l'influence en partie de Tocqueville, qu'au cours du XXe siècle, qu'on a fini par prendre, dit Orwell, le mot démocratie dans un second sens, affaibli, et qu'on a pris l'habitude d'appeler démocratiques les régimes représentatifs. Ce qui, du coup, permettait aux ateliers sémantiques d'appeler populisme les partisans de la démocratie au sens strict, c'est-à-dire d'un pouvoir réellement exercé par le peuple. Mais si vous savez que le système représentatif est celui, avec Guizot disait, c'est le parti de la raison, est la vraie position des libéraux, le fait qu'on décide pour les Grecs, par exemple, mais que on cherche même, c'est parfois on n'a même pas cherché à trouver des excuses pour le fait de ne pas les faire voter. C'était prêt. Non mais qu'est-ce qu'ils ont ces Grecs? En plus, il faudrait qu'ils votent. C'est-à-dire que l'idée même que le peuple pourrait à certains moments être consulté directement sur son destin, le référendum, c'est la dernière trace avec les jurys populaires d'assises de démocratie directe républicaine à l'ancienne dans nos constitutions. De toute façon, le dernier référendum qu'on a eu, les Français ont voté pour une solution, on a dit on est content d'avoir connu votre avis, mais normalement on sera autre chose. Donc ça ne choque pas un libéral. Disciple de Guizot, il est certain que le peuple, alors évidemment avec la récurrente explication, toujours regarder le peuple en 1933, qui avait été clair, c'est pas Hitler, c'est Bourdieu, qui ensuite a passé le pouvoir à Hitler. C'est la question globale, pourquoi des gens en viennent dans une situation de désespérance absolue à confier leur destin entre les mains d'un fou? Qu'est-ce que, dit Orwell, les socialistes et les communistes ont fait comme erreur pour qu'une partie du prolétariat tombe entre les mains d'Hitler? Quand il dit, je cite dans le long passage dans le complexe d'Orphée, quand il dit quand le fascisme et l'extrême droite montent, c'est d'abord aux socialistes, pour ça au sens global du terme, de se poser la question sur ce qu'ils sont et ont fait. Où est notre erreur? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'on aurait dû faire? C'est pas le genre de question qu'on se pose beaucoup en général. Donc sur la démocratie représentative, il faudra forcément passer à des formes de représentation qui ne soient pas, encore une fois, une vision coupeur de tête, sans culotte, la pipe, etc. Non, mais où les gens, alors c'est pour ça que dans tout le socialisme et l'anarchisme, la démocratie municipale est une des bases. C'est toujours, il faut aller de bas à haut, et c'est très important pour que les gens aient réellement, autant que possible, un pouvoir sur leur vie quotidienne, sans que non plus on tombe dans ce qui serait le défaut à la grecque ancienne, de la démocratie, où il fallait à tout instant se réunir pour décider. Là, au bout de quelques temps, il y avait de moins en moins de gens, c'est le système des assemblées générales, et là, on risque de trouver les gens qui ont l'amour du pouvoir, qu'on va retrouver les derniers dans les assemblées, et c'est ce que disait Oscar Wilde, eh bien, moi j'adore le socialisme, mais ça demanderait trop de réunions après dîner. Et il avait raison. Et c'est donc qu'il faut réintroduire les structures. Il y a des moments, des gens sont élus ou tirés au sort pour faire quelque chose, ensuite ils rendent compte, et
les grandes réunions plénières, mon lieu, c'est pas la norme, hein, c'est pas, je me suis dit, non, alors là, si c'est pour aller tous les soirs, rater tous les matchs de football, parce que j'ai la réunion de non, là, je renonce au socialisme, mais trouver une forme de démocratie directe, hein, qui est, et là, notamment, il y a de nouvelles réflexions qui surgissent sur le tirage au sort, il y a 2-3 livres qui viennent de paraître. Yves Saint-Omer, mais tout à fait. Là, c'était quelque chose de très intéressant. Les Grecs ont beaucoup à nous apprendre, modernes et anciens, sur la démocratie. Bien sûr. Et j'aimerais juste rassurer les gens qui douteraient de la pertinence philosophique de ce type de questions. Pour avoir été, entre guillemets, à bonne école, en philosophie, oui, on s'interroge sur ce qui fait la particularité du régime représentatif. C'est d'ailleurs même le cœur de la philosophie politique à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est de comprendre comment le peuple va passer d'un État inorganisé, qu'on dénomme même incoatif, à un État représenté. C'est donc une question éminemment philosophique et de philosophie politique. Elle n'appelle pas à être répondue, et d'ailleurs ma critique était très charitable. Il s'agissait juste de comprendre ce qu'il pouvait advenir dans le cadre d'une réflexion élaborée par Jean-Claude de la démocratie représentative. Alors, même la parole à la salle. J'aimerais... Comment ? C'est presque la démocratie. C'est le cas, en effet. Et donc, j'aimerais que maintenant on puisse évoquer, tu puisses évoquer la question de la common decency, puisque tes lecteurs le savent, ça constitue irrémédiablement pour toi ce fond de vertus communes, vertus de base humaine qu'il faut avant tout défendre contre la logique capitaliste et principalement la logique utilitariste. Et tu puisses nous en parler justement dans le cadre d'une réflexion politique, à savoir de quelle manière elle peut être défendue dans le prolongement d'une réflexion politique. Donc, je vais essayer de répondre très vite pour que la démocratie règne. Bien sûr. Non, comme dit ceci, premièrement, puisque je vais juste répondre en 5-6 minutes sur les points où il y a malentendu. J'ai jamais dit, Orwell n'a jamais dit que le socialisme se fondait uniquement sur la morale, mais que la révolte morale était son point de départ, et d'autre part qu'une société socialiste ne peut pas fonctionner sans un certain nombre de vertus quotidiennes. Le capitalisme ne demande rien. Pour le capitalisme, le marché et le droit, ça veut dire que du moment que vous êtes consommateur et que vous respectez le code de la route et du droit, vous êtes un citoyen de plein droit du système. Une société socialiste est fondée sur l'entraide, la solidarité, la coopération, donc demande des vertus. Pas des vertus héroïques. C'est ça qui est intéressant dans Common Decency, c'est que ça s'oppose d'une part à l'absence totale de décence du libéralisme, puisque pour les libéraux, la morale est privée. Elle est privatisée. Libre à vous, etc. On n'en a pas besoin simplement dans l'espace public. L'intérêt bien compris suffit à tout faire fonctionner. Il faut donc de la décence, mais une décence commune. Le common man, l'homme ordinaire, les gens ordinaires, alors que les républicains célébraient une vertu héroïque et spartiate, Brutus, etc., et demandaient un héroïsme de la volonté qui n'est pas celle d'Orwell. Ce qui me permet d'enchaîner d'où vient cette vertu ordinaire. Fondamentalement, mais là je simplifie, parce que vraiment, on a pris trop de temps, elle prend sa racine dans les systèmes de relations face à face, qui sont ces systèmes de solidarité traditionnelle, le village, la famille, le quartier. C'est là où naissent la disposition à donner, recevoir et rendre. C'est là où Marcel Mauss construit sa théorie, en montrant que le lien social fondé sur le don, sur l'acte de donner, recevoir et rendre, suppose une intersubjectivité et prend naissance dans la vie de quartier, à l'intérieur de la famille, dans la vie de village. C'est le point de départ. C'est ce que l'américain Charles Kouler avait à l'époque, les groupes primaires. C'est à partir de là que peut naître le sens moral. Ensuite, il faudra l'universaliser, parce que le local peut rester borné, se donner des émissaires et tout. Mais sans cette assise locale, si nous n'avons pas eu des relations affectives stables, ce schéma culturel avec un minimum de stabilité, si ma seule éducation c'était un face-à-face avec un écran d'ordinateur, je ne pourrais pas développer
ces aptitudes à l'entraide, à la solidarité et au don, qui sont la base de la conscience morale et le point de départ. Après, le travail d'universalisation est un travail éthique et politique. Là, la morale ne suffit plus. Mais une chose est de dire, ce qui naît dans la vie locale, comme point de départ, ça ne suffit pas à faire une politique. La preuve, il y a l'esprit de clocher, les gens bornés. Oui, c'est pas suffisant, mais c'est la condition de possibilité. Si nous détruisons les formes d'enracinement premier, c'est la thèse de Marianne Martinus-Baum, pour quelqu'un dont l'enfance a été massacrée, va avoir le plus grand mal à construire un mode de vie normal et des relations normales avec les autres. Il faudra tout un travail de résilience et de récupération. C'est pareil pour nous. Or, le capitalisme sape toutes les structures de base, la vie du village, du quartier, de la famille, etc. C'est-à-dire qu'elle tarit à la source ce qui permet l'esprit du don, l'apparition du sens moral sous des formes au départ limitées. Mais si vous supprimez cela, eh bien, effectivement, vous rentrez dans un monde mad-maxien à venir. Donc, et je termine là-dessus, la common decency a des structures anthropologiques, c'est pas une histoire de volonté, quelqu'un est honnête et tout, elle dépend du contexte. Kachetko a bien montré comment dans certains contextes terrifiants, la Deuxième Guerre mondiale, les expériences de Milgram, on peut détruire la common decency des gens, mais dans les conditions ordinaires, elle naît d'abord dans les conditions de stabilité des relations face à face qui sont au départ de la vie. Quand celles-ci sont en place, les possibilités de généraliser ces manières d'être à des groupes plus vastes, voire à l'humanité tout entière, existent. C'est pas garanti, mais ça devient possible. En revanche, si nous détruisons ces racines premières, eh bien, nous allons à la catastrophe anthropologique et culturelle. Or, à partir du moment où le libéralisme fait du déracinement, du nomadisme obligatoire, l'individu, le self-made man, l'individu seul et sans attache, qui a réussi à se libérer de tous les attachements familiaux, locaux, culturels, etc., pour devenir un citoyen abstrait du monde, celui-là, Aristote nous l'avait dit, l'homme n'est pas une pièce isolée au jeu de tout trappe, il va devenir belliqueux, égoïste et un danger pour ses semblables. Donc, il ne s'agit pas d'opposer l'universel au particulier. L'universel trouve son seul point de départ véritable dans le particulier. Je terminerai par une citation d'un penseur occitan, puisque nous sommes à Montpellier. Félix Castan disait qu'il faut trouver un monde qui soit à mi-chemin du tout abstrait et du tout enraciné. Sauf que le libéralisme, condamnant par principe la notion de racine, c'est une société dont les seules racines sont le marché et le droit, va nous produire un monde d'abstraction terrifiante dans lequel la common decency risque un jour de n'avoir plus sa place. Donc, toi, je vais pas regarder. Maintenant, ça, c'est alors encore la force. Je vois que... Oui, moi, j'aurais une question à vous poser là. Vous avez abordé ce sujet sur le plan en général, sur un plan extrêmement concret. Est-ce que vous croyez, par exemple, je vous donne un exemple, en pointant le fait qu'on a failli avoir, si ça n'avait été un grain de sable, un deuxième tour entre M. Gresca et M. Sarkozy, qui sont des personnes qui, d'après moi, sont tout à fait interchangeables, est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir exprimer ce point de vue sur BFM TV, la 7 ou la 2 ou la 3 Voilà. Vous avez oublié là-dedans le fait que l'information est complètement contrôlée. Ah non, j'ai bien parlé de ceux qui contrôlent la richesse et l'information. Mais vous avez raison. J'ai passé une partie de ma jeunesse en Union soviétique, des mois et des mois, et je peux vous dire, je sais ce que c'est que la propagande. C'est-à-dire qu'on avait même dans les chambres d'hôtel des radios, la cité où j'étais, où on ne pouvait pas baisser le son au-delà d'un certain seuil. À minuit, l'hymne soviétique, ça s'arrêtait. À 6h du matin, réveillé par l'hymne soviétique, parce que la radio était inarrêtable. C'était envoyé. À 6h du matin, c'était dans les habitudes. Bon, j'ai vu ce qu'était. Mais je suis sincèrement arrivé, Milan Kundera a dit la même chose, de nos jours, à penser, d'abord ce n'est pas 24 heures sur 24, c'est clair, mais que le phénomène d'exaspération que j'ai par ce flux continu du discours médiatique et dedans la propagande publicitaire, parce que de nos jours un film d'Orson Welles, c'est quelques moments de court-métrage qui viennent pour interrompre la pub. C'est le travail, c'est ça la société du spectacle, le poids des médias dans notre société
et le fait qu'il n'y a quasiment aucune place pour une parole d'opposition radicale et critique a atteint un point où je pense que les soviétiques sont dépassés. Ne serait-ce que, Kundera disait, de toute façon, la propagande, quand on était en Union soviétique, il y a un avantage, personne n'y croyait. Tandis que la nôtre, elle est beaucoup plus efficace. Et là, effectivement, aucune transformation de la société n'est possible si quelque part on ne prend pas des mesures pour soustraire l'information au pouvoir de quelques grands groupes. On riait parce que en Italie, Berlusconi contrôlait tout. Bon, nous, ils sont 5 ou 6 à contrôler, mais c'est pas fondamentalement différent. Et puis le fait qu'on recrute les journalistes sur un profil déterminé et qui fait qu'on entend toujours la même chose. Avec, vous savez qu'il y a les éléments de langage produits par les ateliers sémantiques, donc le problème de la dette, c'est uniquement un problème de dépenses. On ne parle pas du problème des recettes. Je rappelle quand même 2 chiffres, on n'en parle plus. Dans les années 80, les dépenses étaient 23% du budget, du PIB, et les recettes 23% du PIB, équilibre. De nos jours, côté dépenses, ça n'a pas globalement changé. On va dans l'absolu, ça a augmenté, mais c'est toujours 22-23%. Par contre, les autres sont passés de 23 à 17. Donc, le déséquilibre, il n'est pas du côté comment faire pour dépenser moins, d'où vient le fait que, par exemple, les zones de route, elles avaient rapporté de l'argent, on les a privatisées, et ainsi de suite. Bon. Dans quelle émission de Calvi et autres vous allez entendre quelqu'un qui a dit, attendez, je rappelle que depuis le début, le problème de la dette n'est pas, certes, il y a toujours un problème de la rationalisation des dépenses, il ne commence pas par là. Non, c'est le même discours, et finalement, je me rappelle qu'il y avait finalement entre la Pravda et les Izvestia plus de différence, à certains moments, que dans ce que j'entends d'une chaîne de la TNT à l'autre. Donc là, vous avez raison. Il y a un phénomène de propagande, mais ça c'est la force du capitalisme, il faut le reconnaître, qui a une base historique. Il y a un livre qui n'a jamais été traduit en français par un Allemand qui s'appelle Selling the West, et qui montrait comment les troupes d'occupation américaines en 1947 en Allemagne échouaient à dénazifier la jeunesse allemande. C'était là depuis 2 ans, on leur présentait des films sur les camps de concentration, mais rien du tout. À un moment, ils butent, et qu'est-ce que font les Américains? C'est annoncé dans ce livre. Ils font quelque chose où, quand même, j'admire les Américains, le capitalisme américain là-dessus. Pour régler le problème, ils appellent Hollywood. Ils font venir Billy Wilder, qui est d'origine allemande, et ils lui posent le problème, un peu comme après les attentats du 11 septembre, on fait venir les scénaristes d'Hollywood pour chercher les menaces possibles. Et Billy Wilder leur dit, attendez les mecs, si vous voulez qu'ils tournent le dos au nazisme et rentrent dans la consommation, c'est pas comme ça qu'il faut nous prendre. Il va falloir Gary Grant, Elvis Presley, Hollywood, le rêve, etc. Et ils montrent comment, en 1 ou 2 ans, par le monde hollywoodien, quelque chose va changer. Et je prends un dernier exemple. La colocation qui se répand aujourd'hui. Nos étudiants sont de plus en plus démunis, que maintenant on en est de plus en plus dans une situation de colocation, etc. Je rappelle que c'était la situation de l'Union soviétique, dans les années 36, tout le monde se moquait, avec quelques comédies soviétiques, où les malheurs des soviétiques, 2 familles ensemble, les gens qui ne se connaissaient pas, ils étaient en colocation. Sauf que le pauvre Staline n'avait pas l'intelligence des Américains. S'il avait eu l'intelligence, il aurait fait d'abord Hélène et les garçons, Friends, toute une série télévisée. Il aurait fait de la colocation un nouveau mode de vie branché, sous fond d'apéro Facebook, de Twitter, etc. Et vous auriez ce qui se dépasse. Même des gens qui ont les moyens de faire une colocation dans la bourgeoisie montpelliéraine cherchent à l'être parce que c'est un mode de vie branché. Le capitalisme arrive à faire de la Russie de Staline de 1936 le sommet de l'attitude rebelle et branchée. J'ai noté que vous avez dit que vous aviez vécu la Union soviétique et que vous connaissez la propagande. Alors, je vous avoue que vous avez ouvert les yeux, ainsi que beaucoup de gens, je pense, sur la réalité des choses et que nous sommes dans un champ de ruines uniforme de l'extrême droite à l'extrême gauche. Pas tout à fait uniforme de la gauche, il y a des précipices, mais bon, disons uniforme. Uniforme.
Alors à partir de là, je ne peux pas faire un développement, ça met 3 minutes, mais bon, j'ai pas le temps. À partir de là, je vous pose 2 questions. La première, je pense que vous allez y répondre. Premier tour, nous aurons les bleus foncés, les bleus clairs, c'est-à-dire, j'ai bien compris, l'UMP, les socialistes, les autres, n'est-ce pas? Et donc, alors, première question, pour qui voterez-vous? Je vais éclairer mon parce que quand je vous écoute, moi, je suis j'ai envie de voter un coup à l'extrême droite, un coup à l'extrême gauche. Ou un coup. Donc, première question, pour qui voterez-vous? Je ne vais pas obligé de répondre. Et voilà, j'ai oublié la deuxième question. On va voter pour Mélenchon, c'est pas Marine Le Pen. Non, mais j'arrive. Non, mais c'est pas de la finance. Je vais répondre. Non, mais je ne suis pas du nord. Non, mais là, je sais pas. Effectivement, là, J'ai ramené c'était à la salle démocratiquement de dire s'il faut répondre ou pas. Je vois très bien la question, mais c'est vrai que. C'est pas le propos. C'est. Non, mais laissez-le répondre. Voilà. Disons que un homme de gauche, quelqu'un qui vient de la gauche, socialiste, ça ne concerne qu'une partie de la salle, ça va lui être difficile, même s'il pense que c'est bonnet blanc et blanc bonnet, de ne pas voter pour le candidat de gauche, pour la raison très simple que s'il le faisait pas, on dirait voilà, c'est à cause de gens comme vous que l'adversaire est passé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de contrainte qui fait que quelqu'un qui vient de gauche serait quasiment obligé de... Avec, j'ai quand même dit, là on revient sur la philosophie, qu'il y a quand même toujours une légère différence entre les libéraux de gauche et les libéraux de droite, c'est que les... qui s'estompent parfois, pour des cas, on n'aura pas du tout la différence, mais le libéral de droite est toujours dans l'intérêt à court terme du capitalisme et des banquiers. Le libéral de gauche est parfois capable de prendre les intérêts à moyen terme des banquiers. Et donc il est capable de leur dire, attendez, peut-être que c'est quand même dans votre intérêt de mettre un peu de votre argent de poche, puis etc. Il y a toujours une légère différence. Mais bon, à partir de là, la seule chose que je peux dire, c'est que tant qu'on restera dans l'alternative unique, sauf pression extraordinaire de prise du palais d'hiver, le Croix-Aurore qui ouvre les canons sur l'Élysée, Montpellier, etc., je ne pense pas que le résultat des élections amènera au pouvoir quelqu'un qui va réaliser, prendre au sérieux les critiques de Fourier, Saint-Simon, Marx, Jaurès, Gued, etc., et dire qu'il y a dans la manière dont cette société fonctionne quelque chose qui est indécent, et quand le bon sens et la morale sont liés, absurde. Tout à l'heure, le cannabis et les tomates, eh bien c'est voilà l'exemple même de l'absurdité, de la violation de tout common sense par manque de common decency. Donc j'ai répondu de manière filigrane, mais bon, voilà, mais ça n'engage ici que moi, parce que... Une question que je me pose, que je pose aussi, après avoir dit que la philosophie ne garantit pas d'être dans la libre pensée, parce que a des racines souvent ils la font plutôt une anti-la théologie qu'une vraie pensée libre. Donc le mot philosophie en soi ne garantit rien. C'est le contenu de la laïcité du discours qui après il faut vérifier. Et à ce propos, un thème qui me touche beaucoup, celui de la commande ainsi, c'est un thème important. Vous le posez comme le déclencheur primaire. Moi, je crains que de cette façon-là, on soit dans un cercle vicieux et dans 2 siècles de retour en arrière. C'est-à-dire que la commande c'est toute seule, la morale, c'est la seule chose qu'encore aujourd'hui n'arrive pas complètement à enlever malgré la propagande qui fonctionne. La seule chose qu'on arrive à faire, c'est s'indigner. Et ça circule. Et c'est bien, et je suis pour. Mais ça ne suffit pas. Je dirais aux indignés, encore un effort pour être des révolutionnaires. Et ça, je le dire à nous-mêmes, pas à aux autres. Et à partir de là, je pense que la commande sensible, il doit se lier pour être justement révolutionnaire à un projet de société, donc à une jouissance possible.
Et je crois que tous les moments de conscience historique collective de la commune en 1968, en passant par les communautés espagnoles de 36-38, mélangées aux tragédies objectives de l'histoire, une envie de jouer, une envie de vivre, qui est ce qui nous manque aujourd'hui comme un projet alternatif au capitalisme. Parce que le capitalisme, justement, avec sa propagande, il s'est approprié du désir, il l'a traduit en marchandise. Or, la rupture avec l'aliénation est peut-être encore plus importante et nécessaire et urgente que la rupture avec l'exploitation. Je suis tout à fait d'accord. J'ai bien dit, donc on est d'accord, qu'elle était un point de départ. Et j'ai dit, je ne me rappelle plus les formules exactement, que si on voulait que ce point de départ trouve une traduction et un débouché politique, il fallait le développer. Et l'exemple même que vous prenez, c'est très bien sur l'aliénation. C'est-à-dire que nous expérimentons quotidiennement ce que veut dire Orwell en disant nous connaissons des braves familles ouvrières où règne vraiment l'esprit d'entraide et de solidarité qui ne les empêchera pas d'être aliénés sur l'histoire de nouvelles technologies, de désirs manipulés, ce qui montre bien qu'il n'y a pas de passage immédiat de la décence personnelle à la conscience politique et philosophique de la manière dont fonctionne le capitalisme. C'est pour ça que j'avais dit, je suis entièrement d'accord au début, tout le problème est de donner une traduction à ce point de départ. Mais ce point de départ est fondamental parce que si on fait, c'est le défaut des marxistes, de la science le point de départ, on fera ce que Bakounine a dit en disant vous nous préparez un gouvernement des savants. Ce seront les experts de la révolution qui devront dire ce qu'il faut faire. Tandis que si le point de départ c'est l'indignation, elle est à la portée des gens ordinaires. Tous les gens simples ont le pouvoir de s'indigner avant de comparer le mode de production asiatique et le mode de production féodal. On dit le socialisme ne doit pas être un socialisme académique, universitaire et des intellectuels. C'est la grande thèse d'Orwell. Un des malheurs des partis politiques, c'est qu'il a été confisqué par les classes intellectuelles qui ont trouvé dans le parti l'occasion d'exercer un pouvoir. Et il faut toujours revenir à cette source populaire et simple, ce bon sens et cette moralité commune, même si elle est érodée par le système actuel. Elle se porte de plus en plus mal, parce que la circulation automobile n'encourage pas la commune decency. Quand vous avez un volant entre les mains, au mieux vous restez le même, mais en général vous ne devenez jamais meilleur. On a un exemple de contexte qui... et voilà, tout en étant d'accord avec vous, cette source originelle, il faut évidemment lui donner sa traduction politique et philosophique, et c'est là du travail, de l'anarchie, du socialisme, ou peu importe les mots. Encore une fois, j'ai dit pas prendre les mots de gauche et de droite. On pourrait abandonner le mot socialiste, ça ne gêne pas. Pierre Leroux lui-même n'était pas convaincu que c'était très bien. Au départ, il l'avait pris dans un sens... finalement, il s'est rallié à les trois noms ce mot. L'important n'est pas les mots, mais ce qu'on va mettre dessous. Si on trouve un moyen d'unir les gens contre le système qui détruit la nature et l'humanité, peu importe le mot. S'accrocher à un mot plutôt qu'à la chose serait absurde. C'est pourquoi les signifiants ne sont pas importants. Ils ont même le risque de nous diviser, parce que les quelqu'un, non, moi j'ai pas envie de me dire de droite, de gauche, catholique, athée. Voilà. Ce qui va compter, c'est l'union pratique dans le combat contre tout ce qui nous opprime, aliène et exploite. Et ça, on peut faire que des tas de gens qui sont d'une famille différente de la nôtre peuvent arriver à s'entendre parce qu'ils ont en commun cette décence minimale, cette capacité de donner, recevoir et rendre, et qui sont capables d'entendre et de comprendre des choses minimales. C'est pas plus. Alors je vous propose qu'on prenne deux dernières questions et après on doit simplement en rester là pour des raisons très simples, c'est que le musée doit fermer ses portes, tout simplement. Vous avez posé une question tout à l'heure, monsieur, peut-être monsieur qui attendait. J'ai oublié le principal. Allez-y, monsieur. Le problème, c'est que... Quand j'ai l'impression que dans ton intervention, il y a une impasse. Une impasse, c'est-à-dire qu'on a oublié un mot. Je pense que les mots ont leur importance. Parce que parler de socialisme aujourd'hui, en disant que ce mot est lié à la commande scientifique, la gauche, pour moi, c'est topographique. Et parler de socialisme quand on sait que le mot socialisme
ça recouvre une réalité historique quand même gravissime. Il y a 14, c'est les socialistes, qui disent au peuple d'aller avant la guerre. 1936, ce sont les socialistes qui gardent l'or de l'Espagne et le livre à Hitler. 1939, ce sont les socialistes qui font les lois anticommunistes. 1956, c'est les socialistes qui donnent les pleins pouvoirs pour la guerre d'Algérie. On peut continuer comme ça longtemps. Mais on dire qu'aujourd'hui, il y a une feuille du socialisme, mais heureusement, j'espère. Mais quel socialisme? Et au prix de quoi? Au prix de la destruction des organisations communistes et du mouvement communiste. Donc, moi, je ne suis pas partisan de la vue. Mais je pense que l'hypothèse communiste aurait dû être intégrée dans ton étonnement. Parce que ton étonnement, celui dont tu parlais, celui de 30 ans, ça fait 1981. Mais je pense qu'on pouvait être étonné avant 1981 du rôle des socialistes, je dis des socialistes, du Parti socialiste, dans la politique française, ces gens-là qui ont tout fait pour qu'aujourd'hui les gens haïssent et que le peuple haïsse le socialisme. Alors, deux choses. Hein. Je n'avais pas parlé, quand j'ai parlé du mot socialiste, je ne pensais pas au Parti socialiste moderne, j'avais pris au sens de Marx, Fourier, etc. Mais en même temps, par ricochet, c'est un peu la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. C'est vrai quand même, moi j'ai gardé ce signifiant, mais j'ai dit qu'effectivement, le poids de l'histoire, parce que le socialisme, ça représente aussi ce qui s'est passé en Russie, en Chine, etc. Si on s'apercevait que ce mot n'est pas fédérateur, Orwell parlait de société décente, il y avait... Mais moi, ce qui me frappe, par exemple, c'est que émerge partout... Alors, on a dit le mouvement des indignés. Alors, bien sûr, il y a aussi le côté Stéphane Hessel qui a donné un peu un label, du coup, qui m'inquiète parfois, parce que les journalistes l'appliquent même là où les gens n'utilisent pas le nom. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est que, voilà, il y a un effort partout pour se nommer sous un signifiant qui pourrait rassembler ceux qui ont un intérêt objectif à sortir du capitalisme. Aux États-Unis, ça c'est fort aux États-Unis, c'est les 99%, je trouve ça c'est assez étonnant, mais ils ont troublé beaucoup de gens. S'ils avaient dit pour la gauche radicale américaine, c'était fini. Là, il se trouve que dans des zones républicaines, etc., des gens, du fait qu'ils n'entendent pas les signifiants qui les braquent, que du coup ils écoutent le discours car derrière, ils disent mais ces petits gars new-yorkais, ils disent quand même des choses qui sont censées. Je rappelle cette histoire, je l'ai déjà dit une fois ou deux, mais il y a eu deux États, j'oublie lesquels, alors, pour comprendre ce qui s'est passé, là où les Américains, c'est leur tradition populiste, qui vient du 19e siècle, relayée par Martin Luther King, toute cette tradition populiste. Martin Luther King se réclamait du populisme américain traditionnel, donc ils sont très très fédérateurs et forts, et il y avait une image de télé où on voyait les manifestants américains avec une pancarte, donc il y avait des flics américains, c'est des télévisés et tout qui étaient là, et il y avait Workers of all countries unite, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, travailleurs de tous les pays, unissez-vous, et en dessous, that concern you too, cops, ça vous concerne vous aussi les flics. Et ils avaient décidé d'aborder les flics, une vieille tradition, les flics, vous êtes des travailleurs, vous avez sans doute des conditions des restrictions budgétaires, des conditions. Résultat, il y a eu deux États tenus par les républicains où les mouvements de 99% se sont réunis, où le gouverneur a demandé à la police, on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias, ça je l'ai su parce que c'est lui extra médiatique, ça confirme ce qu'on disait sur les médias tout à l'heure. Il y a eu deux États où la police républicaine, traditionnelle et tout, a dit mais ces gens ont l'air d'avoir des revendications de bon sens, je ne vois pas en quoi ils troublent l'ordre public, tant qu'ils ne font pas quelque chose de scandaleux, la police n'interviendra pas. Et elle désobéit au gouverneur. Dans deux États, parce que en tenant un discours qui arrivait à les faire réfléchir sur le fait que eux-mêmes, policiers de base et de terrain, ils avaient peut-être des revendications syndicales et autres, qui avaient là une possibilité de commencer à leur faire se poser des questions. Les Américains ont réussi à obtenir des choses qui sont incroyables. Bon. Et, juste pour répondre à Malin, c'est qu'ils cherchent des signifiants.
Alors peut-être que le mot ne sera pas socialiste ou communiste. Je crois que communiste c'est encore plus mal barré que socialiste, même si on a le respect historique de ce que ça peut être. Mais si on oublie, toute la question est, qu'est-ce que je dois dire pour que ma posture brille, soit radicale, que je sois... ou j'oublie mon narcissisme militant et je me dis, mais qu'est-ce que je dois dire pour que ça touche les gens qui sont ceux que je dois toucher, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'abstention, qui sont à droite, qui sont peut-être à l'extrême droite, tous ces gens qui... Parce que si c'est toujours pour convaincre les gens de la famille, ça n'a aucun intérêt. Un peu comme les tracts qui sont rédigés pour être lus par les gens qui l'ont écrit. C'est le grand problème de... La politique n'a de sens que si elle s'adresse aux gens qui ne sont pas convaincus d'avance. Et vous pouvez le faire quand, partant de la manière dont il ressemble, en essayant de les comprendre. C'est ce que fait Orwell quand il étudie les fascistes. Quand il va dire le fasciste ordinaire, le rank and file fasciste, il va essayer de comprendre comment un honnête travailleur, évidemment, le côté le pervers, le psychopathe, mais quand je trouve un type bien que nous connaissons tous autour de nous, des ouvriers qui votent Front National, etc., qui sont des gens adorables dans la vie quotidienne, et à un moment on dit, qu'est-ce qui fait que vous allez visiblement vous retrouver dans quelque chose qui ne va pas remettre en question le capitalisme, alors que c'est ça qui fait que vous souffrez. Mais je vais vous le dire en prenant en charge les vrais problèmes. Et dire que sur bien des points, vous décrivez ce que vous avez sous les yeux, et ce que vous avez les yeux existe réellement. Maintenant, il faut le comprendre autrement et tout. Mais si on ne parle pas aux gens qui ne sont pas comme nous, ou qui sont différents, qui viennent de traditions différentes, si on ne trouve pas un langage commun, alors notre narcissisme sera satisfait, parce que sur mon blog, je suis toujours le plus radical, le plus à gauche, celui qui va trouver Paul Valéry impur, trouve toujours un plus pur qu'il est pur. À ce moment-là, voilà. Ou bien j'oublie le narcissisme, parce que mon but, c'est pas d'être commissaire politique dans la révolution socialiste de demain. L'important, c'est que les gens puissent enfin sortir de ce système et revenir aux vraies choses de la vie, comme Simon Léis qui disait, on ne doit jamais oublier quand même que le frivole et l'éternel passent avant le politique. Et Orwell nous disait, on fait justement de la politique pour pouvoir trouver le moyen de protéger la part non politique de notre vie, nos amitiés, nos amours, notre vie quotidienne et tout, qui est broyée par le cadre capitaliste, mais fondamentalement, on ne fait pas faire de la politique pour de la politique. On méfie toujours des gens qui ont la politique dans le sang. On l'a fait pour protéger nos vies quotidiennes, nos amours, nos amitiés, nos passions, nos manières d'être, etc. Et c'est pourquoi le livre de Simon Léis, qui est le plus beau sur Orwell, part d'une formule Orwell en disant Orwell ou l'horreur de la politique. Il n'aimait pas ça. Mais exactement comme les résistants n'avaient pas envie de mourir sous la torture. Mais à un moment, pour protéger les choses qui vous tiennent à cœur, il faut s'engager. Alors les gens qui aiment s'engager par principe, c'est un peu comme les gens qui aiment déménager. Un copain qui vous aide à déménager, parce que pour lui, déménager, c'est le pied, c'est vraiment le grand moyen de connaître l'orgasme dans la vie. Ça n'a pas de valeur morale. Donc, voilà, c'est tout. Donc, si j'adopte cette idée, cherchons en commun un signifiant. Cherchons ce qui va rassembler les gens. Orwell, encore une fois, il disait, est-ce que vous êtes d'accord pour une société décente? Et il développait ce que était décent. Et après, des gens, s'il leur a dit, est-ce que vous êtes d'accord pour une société bolchevique fondée sur le droit, il perdait déjà la moitié des gens à qui il parlait. En disant ça, il obtenait leur attention et leur écoute. Et à partir de là, discussion peut s'engager, et sur ces bases, on peut arriver à convaincre quelqu'un que ce qu'il pensait dans son coin et traduisait d'une certaine manière, il pourrait le voir autrement. Pourquoi il faut toujours partir d'un concret? Moi, quand je discute avec des gens sur le football, à partir de la passion du football et ce que devient le football sous le règne de l'argent, j'arrive au bout de quelques temps à faire que des gens qui ne sont pas dans la politique finissent par être d'accord avec moi sur ce qu'est le capitalisme. On peut le faire à partir de tout. De la peinture. Parce que là, il y a plus des hommes qui parlent. Ça sera la dernière question, après vous pourrez le poser éventuellement autrement et dans un autre cadre. J'aurais aimé que vous nous parliez un peu des nouveaux philosophes, 68 arts, trotskistes et relégats qui ont, que tout le monde connaît, en parlant de Bernard-Henri Lévy, et les autres qui se sont reniés, qui ont popularisé auprès
de la population, donc le libéralisme, mais on n'a pas trop le temps. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de la valeur de laïcité dans le socialisme? Est-ce que c'est si fondamental? Et que pensez-vous du féminisme aussi dans le cadre du socialisme pour instaurer une société plus égalitaire? En 2 mots. Oui, l'égalité entre l'homme et la femme fait partie des revendications fondamentales du socialisme, c'est-à-dire l'émancipation de la femme. Et au cœur du combat socialiste, avec beaucoup de problèmes au début, puisque par exemple le Proudhonien était très misogyne, mais bon, ça, je ne comprends pas la difficulté de la question. Sinon, ensuite, à entrer dans un grand débat sur les différents courants du féminisme, parce que le problème du féminisme, c'est qu'il a explosé, et que vous trouvez tous les courants politiques dedans. Vous avez le féminisme ultralibéral de Marcella Yacoub, qui défend la prostitution, etc., les féministes opposés. Donc, on va retrouver, le problème, c'est qu'on va retrouver dans le féminisme le miroir de tous les clivages politiques. Et donc, c'est ce qui va rendre la question... voilà, on pourra en discuter pendant des heures. Mais sur l'idée que femmes et hommes sont égaux, il n'y a aucun problème, sauf à admettre l'idéologie du genre qui pourrait tout remettre en question. Parce que si désormais être homme ou être femme, c'est une orientation que je choisis, là ça va poser des problèmes pour la parité. Parce que vous avez imaginé un parti, l'UMP, qui présente 100 candidats hommes, avec 50 qui dit « je me choisis mon genre comme femme ». Et là, on respecte la parité. Sauf le problème de l'idéologie du genre qui pourrait complètement perturber la question de l'émancipation féminine. Ouais, s'il n'y avait pas de problème. Le second problème, très rapidement, la nouvelle philosophie ici a eu une importance historique extraordinaire. Et si j'avais une thèse à écrire un jour, c'est étudier comment, par exemple, le journal Libération va passer. C'est comme un ruban de Mobius, vous savez, un ruban qui apparemment a 2 faces, mais quand vous suivez, c'est la même. Il y a une continuité entre les 2 faces. Comment Libération est passée progressivement dans les années 76-77 de sa ligne radicale, révolutionnaire, cause du peuple, à un journal libéral. Le problème, c'est pas c'était une rupture du jour au lendemain, on change. Ça s'est fait insensiblement. Ça veut dire qu'il y avait dans le point de départ des éléments qui rendaient possible l'arrivée à cette réconciliation avec le libéralisme. Et là, vous avez raison, le grand moment médiatique qui a permis de tout changer, si jamais vous avez à la médiathèque, relisez les textes, prenez les journaux des années 76, 77, 78, 79, il se passe quelque chose d'extraordinaire. La libération là-dessus, c'est prodigieux, pour voir comment passer du thème de l'autogestion à l'auto-entrepreneur, puis l'entrepreneur, etc. C'est extraordinaire là-dessus. Et il fallait quelqu'un pour traduire médiatiquement tout ça. Et là arrive Bernard-Henri Lévy, la fameuse émission d'Apostrophe, qui, c'est simple le message de Bernard-Henri Lévy, on oublie à quel point il est le père fondateur de la gauche actuelle. Il va dire quoi? Surtout de la chair, c'est simple, c'est que l'utopie socialiste, c'est-à-dire ce rêve fou né au XIXe siècle qu'on pourrait rompre avec le capitalisme, est destiné soit à rester un rêve, ou soit, s'il se réalise, ça sera le goulag. Ça ne veut pas dire, ajoute Bernard-Henri Lévy, que la société libérale ou capitaliste est une société parfaite. La perfection n'est pas dans l'ordre politique, c'est l'empire du moindre mal, c'est la moins mauvaise société possible. Alors, ça me donne d'ailleurs une porte de sortie élégante. Je peux toujours à tout moment dire, mais cette société, elle n'est pas bonne, elle est mauvaise. J'ai assez d'intelligence critique pour reconnaître ses défauts, mais c'est la moins mauvaise possible. Et si vous faites quoi que ce soit pour briser cet équilibre de porcelaine, vous allez vous retrouver avec les cuillères rouges, les camps de concentration, l'horreur. Donc, votez libéral. Et comme c'était dit philosophiquement,
ça pouvait encore ne pas convaincre. En 84, TF1 décide, c'est extraordinaire, 4 heures, 6 heures d'émission, présenté par Laurent Geoffrin, qui était déjà à l'époque un jeune journaliste aux gants longs qui débutait dans l'immigration, et qui dit nous sommes dans une société du spectacle, si vous voulez convaincre les gens, regardez ce qu'a fait Reagan aux États-Unis, un acteur de Hollywood et autres, c'est un acteur de cinéma, plus qu'un philosophe qui va vous convaincre, alors Yves Montand. Payé 58 millions de centimes à l'époque pour cette prestation. Et Yves Montand va venir pendant 4 heures dans la fameuse émission, il faudrait qu'on la repasse, personne ne nous a passé à la télé. Vive la crise. Le socialisme, c'est le goulag. La liberté, c'est les privatisations. Vous allez rentrer dans un monde où l'État disparaissant, parce que tout devient privé, vous allez enfin connaître, et il reprend la formule de Léon Schmitt, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain, et donc, vers 2007-2008, vous aurez le plein emploi, la prospérité et le bonheur. Écoutez-moi, et on sait que cette émission, 84, c'est juste après le tournant libéral, et celle qui va avoir un impact extraordinaire, mais il a fallu passer par notre Hollywood pour arriver à le faire. Et moi, je voudrais vraiment qu'on repasse maintenant un jour ces 4 heures d'émission pour voir à quel point on a été mené en bateau. Et ça serait extraordinaire de voir maintenant, même des gens qui sont très peu critiques, ce qui était dit était tellement énorme, et c'est passé. Voilà le sujet d'étonnement, ce niveau, à partir duquel on pourra à nouveau philosopher ce soir.